Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc Ibrahim de la société 2i Portage. On fait du portage salarial, du portage commercial, un métier qui tend à être un peu plus connu, mais qui sert avec des freelances donc de gérer des facturations avec leurs clients ou leur client final, l'intermédiaire, etc. Et d'être salarié avec une société de portage qui est nous-mêmes. Donc voilà, on a des thématiques qui sont très larges, il n'y a aucune journée qui se ressemble et on découvre tous les jours tous les aspects de la vie des entreprises, des freelances, des collabs, des opérationnels, des services achats, etc. Donc ravi d'être là. Merci. Robin, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, Robin Leperc, je suis cofondateur de la plateforme Freelance République, plateforme des freelances de la tech, sur un mode sélectif, on pourra y venir tout à l'heure. Et ravi d'être là aussi. Merci. Célia, je te laisse enchaîner. Bonjour à tous, donc Célia Chauvet, je suis cofondatrice de La Collab, qui est une entreprise qui est toulousaine d'origine. On va fêter nos 10 ans en 2025. Et on se donne pour mission d'inventer la meilleure façon de collaborer entre les freelances et les entreprises sur les spécialités du marketing, de la com et du digital pour les indépendants qui sont membres à La Collab. Et on a essaimé, comme on dit, notre modèle, puisque voilà, fiers de ce qu'on avait réussi à construire à Toulouse, on a des antennes dans d'autres villes de France, Marseille, Paris, Nantes, Lyon et même Bruxelles, voilà, pour vous les citer. Et aujourd'hui, c'est environ 200 indépendants qui collaborent ensemble chaque année au service de clients, donc des entreprises qu'on accompagne, des organisations diverses, dans leurs enjeux principalement marketing, com et digital. Et on s'appuie sur une communauté plus élargie de 2200 freelance. Voilà. Et notre modèle, c'est de créer vraiment des cercles locaux, des collectifs, on va appeler ça, de gens qui se connaissent, qui savent travailler ensemble, et de proposer cette valeur et cette intelligence collective à des entreprises. Merci. Robin, je vais commencer avec une première question. Aujourd'hui, dans ton activité quotidienne et chez Freelance République, qui sont les freelance stars et par qui ils sont recherchés ? Alors aujourd'hui, la communauté Freelance République, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est complètement dédié au métier de la tech. Donc ça va être des profils de développeurs, chefs de projet, des gens dans la data, dans le produit. On a 71 000 profils sur la plateforme. Et parmi ces 71 000 profils, c'est ce que j'expliquais hier à l'Assemblée qui était dans cette même salle, on a 15 000 profils sélectionnés. En fait, ce sont donc qu'on pourrait considérer un petit peu comme nos stars, qui sont des freelances qui ont pu échanger avec nos équipes de Talent Advocate et qui, à l'aval d'un process de sélection, ont été pour le coup choisis pour être ensuite présentés sur des missions et présentés à nos clients. Donc ça va pas être, il n'y a pas de notion de seniorité, il n'y a pas de notion de qualité technique en soi, parce qu'un client peut avoir des besoins pour des profils juniors, des profils seniors, mais plutôt des vraies qualités relationnelles, des qualités d'engagement après pour se maintenir sur les missions, puisqu'il y a un enjeu chez les clients de pérennité des freelances sur les missions. Et donc voilà, on essaye d'aborder la sélection un peu à 360 degrés, notamment sur cette dimension interpersonnelle, et c'est comme ça qu'on va sortir du lot un petit peu notre population de freelance sélectionnée. Voilà. Ok. Ibrahim, est-ce que c'est vous, il y a des freelance stars et par qui ils sont recherchés ? Alors chez nous, le freelance star, à l'instar d'une sélection, c'est plutôt, comme on est dans le portage, on est en régie, donc le client et le consultant ont techniquement déjà eu des accords. Là où ça va se définir, c'est plutôt sur la durée. Si on est dans une relation, ça fait très bateau dit comme ça, mais une relation humaine qui se construit sur le long terme, et quand on voit un profil qui, avec des clients, ça se passe très très bien, première mission, deuxième, troisième, très demandé, donc là on a ce profil star. Mais je vous rejoins sur la deuxième partie, sur vraiment le caractère dans la mission, on va dire, dans la présence, la continuité, la relation interpersonnelle avec son client, plutôt que sur l'aspect compétence. Donc vraiment nos profils stars, pour résumer, ce seraient des profils qu'on connaît depuis un petit moment, ou qu'on les connaît assez pour savoir que ce sont des stars. Et qui ont des super soft skills. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Est-ce que c'est partagé à La Collab ? Oui. Il y a, comme tu l'as aussi bien dit, Robin, il y a de la place pour tout le monde, tous les niveaux d'expérience et de compétences. Mais quand même, c'est vrai que j'observe, avec un peu d'histoire dans le freelancing, qu'on peut voir un phénomène de seniorisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas des indépendants qui se lancent à leur compte et qui sont de plus en plus pourvus en expérience, qui ont fait 10, 15 ans en entreprise. En tout cas, je parle pour le métier que je connais le mieux, le marketing, le digital. Là où il y a quelques années, c'était quand même assez junior. Voilà, on pouvait se lancer à son compte à la sortie des études, etc. Et il était plus rare que ça soit un bifurquement en cours de carrière.
Et aussi, côté entreprise, j'ai l'impression que les entreprises s'intéressent de plus en plus à ces profils plus capés. Elles vont venir chercher pas que du renfort de main-d'œuvre, de compétences avec un graphiste ou un community manager qui va les épauler et abattre un peu la masse de travail, mais elles vont venir chercher une expertise, un historique passé dans d'autres entreprises, dans un secteur d'activité, du conseil et du soft. La capacité à s'adapter aux équipes, à comprendre la culture de l'entreprise dans laquelle l'indépendant va interagir et à mener finalement l'entreprise quelque part, à lui apporter quelque chose. Voilà. Du coup, vous avez parlé tous les trois des soft skills. Est-ce qu'il y en a en particulier qui reviennent et qui sont plébiscités par vos clients? Je dirais la fidélité, l'engagement. La capacité vraiment à être engagé dans un projet sur le long terme et l'opposé de la volatilité, je dirais. Okay. Et après, avec tous les sous-jacents que ça suppose, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un bon culture fit avec le client, donc ça veut dire un petit peu évaluer au départ. Et avant, alors nous, notre métier, c'est plus d'aller juste créer les bons binômes entreprise-freelance. C'est justement d'aller trouver chez les uns et les autres les aspects du culture fit qui vont pouvoir vraiment faire prendre la mayonnaise et inscrire les uns et les autres dans une relation durable. En moyenne, chez nous, je ne sais pas à la collab, mais on est sur des missions entre 18 mois et 2 ans. Donc on est pratiquement sur un engagement équivalent à un CDI, puisque l'époque où on restait 10 ans ou 20 ans dans un CDI, c'était l'époque de mes parents et puis de vos grands-parents, arrière-grands-parents a fortiori. Donc aujourd'hui, en CDI, déjà 3-4 ans, c'est pas mal. Donc finalement, durée d'une mission freelance, 2-3 ans, on n'est pas si loin. Or, les clients, quand ils choisissent un freelance, je prenais l'exemple hier d'un développeur front-end de React, ils vont demander au lead dev d'évaluer la candidature. Et le lead dev, lui, il a une grille de lecture essentiellement technique. Il n'a pas justement cette grille de lecture soft skills. Alors que quand on est sur des CDI, en général, il y a une DRH derrière, il y a plus d'entretiens, et donc on va regarder de manière un peu plus précise tout cet aspect interpersonnel. Donc nous, plateforme, on est là à l'amont justement pour donner aux clients cet éclairage. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est vraiment la capacité à l'engagement qui suppose d'être sérieux, de s'intégrer dans l'équipe, d'être à l'écoute, d'apporter aussi une pierre à l'édifice. Et c'est ça qui fait que les relations durent longtemps après. Mais peu importe le niveau de seniorité finalement. Ok, merci. Ça fait le pont un peu avec ma question d'après, c'est qu'en préparant un peu cette interview, je lisais notamment l'étude Freelancing in Europe 2024 de Malte, et dans cette étude, ils expliquaient que les entreprises, elles changent petit à petit leur stratégie de recrutement des freelances, donc recrutement entre guillemets. Elles passent d'une approche où elles cherchaient avant tout à compenser un manque de ressources, à une approche où elles essayent de compenser un manque de compétences. Est-ce que c'est le cas chez vous, chez les clients que vous accompagnez, et d'après vous, quelles sont leurs motivations? Je pense que ça, c'est pas mal lié aussi à les évolutions techniques, à l'émergence de l'IA, au fait que, sans rentrer dans des dimensions trop techniques, il y a pas mal de techno un peu émergentes, et donc vont chercher à l'extérieur ce que les insiders ne savent pas forcément faire. Peut-être que chez les freelances aussi, il y a une capacité un peu supérieure à se former en permanence, justement être à l'écoute d'autres technos, avoir des environnements techniques ou fonctionnels plus variés. Donc ça leur donne aussi un vernis qui peut donner l'impression aux entreprises, effectivement, d'avoir un niveau de compétence en soi un petit peu plus élevé. Je dirais qu'il ne faut quand même pas se tromper. La plupart des clients, aujourd'hui, cherchent des freelances parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher, parce qu'ils ne trouvent pas, en tout cas nous, dans nos métiers, ne trouvent pas de techniciens intéressés pour entrer en CDI dans les boîtes. Et donc, dans le développement, gestion de projet, tout ce qui est produit et même data, a fortiori, on trouve quasiment plus que des freelances. Et donc, le marché, dans son ensemble, est en train de changer de physionomie. Nous, quand on a démarré il y a 9 ans, on a démarré en 2015, c'est moi qui m'occupe des référencements, en plus chez Freelance République, donc je vois bien les dossiers. On avait, en général, on était sollicité sur les grands comptes par des ESN, à qui les grands comptes disaient derrière, vous allez vous faire en sorte d'avoir le banc de touche nécessaire pour pouvoir nous accompagner sur les projets. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, ces ESN servaient de plus en plus de passe-plat, en général avec une commission en plus au passage, un peu plus d'opacité, un peu moins de fluidité, je dirais, dans la relation. Et depuis 2-3 ans à peu près, on voit quasiment dans tous les grands appels d'offres, donc là j'entends les grands donneurs d'ordre, CAC 40, etc., des appels d'offres avec soit ciblés entièrement sur les plateformes freelance, soit avec une composante plateforme, c'est-à-dire on explique aux ESN qu'il faut répondre en co-traitance avec une plateforme de freelance. Donc on voit que c'est un métier, enfin pas un métier, mais on voit que c'est une tendance quand même assez forte d'aller vers une recherche spécifique de freelance
et parce que la population freelance augmente et devient de plus en plus incontournable. Oui, sur la question des compétences aussi, nous, ce qu'on observe sur le secteur marketing-communication, c'est que les entreprises sont de plus en plus prêtes à pratiquer ce qu'on appelle l'entreprise étendue et à considérer que les ressources humaines, les talents, les compétences peuvent être sous plusieurs formes, internes et externes, et qu'elles ont le droit de jongler en fait entre ces talents, etc. Par exemple, il nous arrive souvent de remplacer des congés mater sur des responsables marketing, des directeurs marketing, là où avant l'entreprise allait souvent proposer un CDD de remplacement. On a des clients qui nous disent on envisage un indépendant. Ça leur permet d'avoir finalement parfois des personnes qui ont des expériences plus proches, des expériences passées plus proches et qui sont un peu plus vite opérationnelles, etc., etc. Autre phénomène qu'on peut voir sur l'entreprise étendue et cette nécessité finalement pour les entreprises de jongler entre l'interne et l'externe pour avoir leur pool de compétences, c'est le fameux phénomène du mouton à 5 pattes. Alors en marketing digital, on le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de domaines à maîtriser en marketing digital et l'entreprise aimerait avoir quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses et elle ne le trouve pas sur un recrutement classique salarié. Et elle ne le trouve pas non plus, je vous rassure, sur un indépendant, parce que ça n'existe pas, n'est-ce pas, un mouton à 5 pattes. Mais par contre, le fait de faire appel à des indépendants, ça va leur apporter une flexibilité. Et là, nous, en tant que tiers, à nouveau, on a un rôle, parce que nous, on va leur dire, en fait, là, ce que vous cherchez, c'est 5 pattes. Et ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a une vision en hauteur, qui est stratège, et qui en même temps connaît la dernière mise à jour sur le bout des doigts de l'algorithme Google. C'est pas possible, on ne peut pas être sur les deux fronts tout le temps. Et donc, on va leur proposer des binômes seniors, un plus junior, un binôme de compétences complémentaires, etc. Et l'entreprise va trouver de la flexibilité pour répondre à ses besoins pluriels de compétences. Et voilà comment on place 2 consultants, Lionel. Ibrahim, tu utilises aussi cette technique ? Non, du tout. Pour petit rappel, je ne suis pas aussi technique que mes collègues. Moi, c'est plutôt le droit du travail, le droit de la fiscalité, etc., qui ensuite m'ont amené dans le portage. Mais je vous rejoins à 100%. Avant d'arriver, j'ai failli être en retard. J'étais à un rendez-vous donc ce matin visio avec une entreprise top 440. Je pense même que c'est la première. Et donc qui veulent recruter une personne qui était dans notre pool. Donc c'est une personne qui était présente, qui était en portage. Nous on fait de la régie, donc on ne poche pas des profils, des choses comme ça. On met simplement en relation vraiment comme on pourrait être assis en face et on pourrait mettre en relation 2 personnes. Donc le profil passe et c'est là où je vous rejoins. Cette entreprise-là n'avait pas de modus operandi, en tout cas à ce niveau-là. D'habitude, ils avaient déjà identifié la ressource. Ils font appel d'habitude à des ESN avec un banc de touche, comme j'ai beaucoup aimé l'expression, donc qui est disponible derrière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une éducation à faire là-dessus, sur les freelances, par rapport à rassurer par rapport aux soft skills qu'on a évoqués lors de la première question. Mais il y a aussi le fait qu'ils peuvent contractualiser entre guillemets en direct avec une société de portage où le prix reste le même, etc. On est sur des nouveaux modes. Et cette personne a été prise, donc c'est une personne qui est très très junior pour le coup, sortie de l'école depuis pas longtemps, sur un domaine de R&D de géosciences. Donc ça a été vraiment ses soft skills, son engagement sur le très long terme qui a happé le client et qui a fait qu'on a utilisé un contrat cadre, bien sûr, c'est très encadré, mais où on est passé un peu en dehors des sentiers battus, où on explique effectivement que contrairement à une ESN, voilà, moi je ne suis pas capé en géosciences, loin de là. Mais néanmoins, on est en capacité de porter ces prestations-là, de mettre à disposition et d'avoir, vu qu'on connaît, enfin à titre personnel, on connaît la personne un petit peu sur une mission auparavant, on a un petit peu de visuel, on connaît un petit peu la personne. Donc il y a vraiment ce renouveau où je pense, voilà, avant d'arriver, j'ai regardé Freelance République par exemple, c'est quelque chose qui, nous, voilà, il y a des freelances qui sont là, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien, mais qui est très peu connu parfois de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc l'interlocuteur, lui, parfois est très surpris de ne pas avoir une idée qui pose des questions vraiment on se rend compte que c'est pas de l'éducation freelance là-dessus et on essaye d'éduquer là-dessus, d'expliquer comment ça se passe, que les compétences sont là, il y a des montées en compétences. Ça me fait penser à une autre, tout à l'heure vous avez évoqué la data, sur une compétence, la recherche de compétences, j'y connais rien, mais c'était quelque chose sur Palantir, sur une nouvelle techno, sur de la data qui était recherchée en tout cas par le client. Et c'est cette compétence qui a été recrutée, c'était pas un manque de ressources, c'était une montée en compétences et cette personne l'avait, ça a été contractualisé en 24 heures. Ils voulaient voir, donc ça a été un petit mois, ensuite 3 mois, encore 3 mois d'ailleurs, peut-être 1 an l'année prochaine ça va être renouvelé. Mais voilà, c'était une idée, c'était la compétence, cette compétence. Il n'y avait pas de pénurie à ce moment-là. Donc voilà, c'est à peu près ça.
Ok. Tu parlais d'interlocuteurs chez les clients. Moi, je me posais une petite question, c'est comment se passe le process de recrutement et de sourcing chez les entreprises que vous accompagnez. Et notamment, c'est vrai qu'on parle de plus en plus des nouveaux métiers, notamment les CFO, donc les Chief Freelance Officer, ou les CCO, donc les Chief. Est-ce que ces nouveaux interlocuteurs-là, vous les rencontrez dans les entreprises que vous accompagnez? Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce rôle un peu à la fois RH, à la fois entre le service achat, à la fois aussi dans le management, dans la chef de projet? Voilà. Les équipes ont des contacts très hétérogènes. Dans certaines boîtes, ça va être des acheteurs qui vont souvent servir de passe-plat d'ailleurs avec les opérationnels. Donc je dirais que le principal, c'est qu'on ait toutes les informations sur une mission. Parce que derrière, cette mission, il va falloir aller en parler avec des freelances pour qu'ils s'intéressent à la mission. Nous, notre concept, c'est que on échange sur la mission avec chaque freelance, et c'est à partir du moment où le freelance est compétent, dispo et surtout intéressé par la mission qu'on va aller proposer son profil. Donc on fait à l'amont tout ce travail de sélection. Et ça suppose d'avoir un brief nickel. Donc si on est à un niveau d'interlocuteur qui est trop élevé, soit il a obtenu un brief de l'opérationnel qui est concerné et quelquefois il manque des choses, alors ça nécessite des allers-retours. Je dirais que quand on est au moment où on est dans la recherche d'un profil, il vaut mieux être le plus près possible de l'opérationnel, je dirais, du métier dans lequel le freelance va venir s'insérer pour avoir justement toutes ces infos. Et ça va loin. Nous, on est présent à Toulouse, on est aussi présent à Paris. À Paris, on demande quel est l'arrêt de métro, quelle est la distance à pied, quel est le nombre de jours de télétravail, pour vraiment être capable de parler de la mission avec toutes les infos. Comment l'équipe est organisée, est-ce qu'il y a un lead, pas de lead, est-ce que c'est une équipe pluridisciplinaire, est-ce qu'on est sur un projet en run, est-ce qu'on est sur un projet en build, pour que vraiment le freelance puisse se faire l'idée la plus précise possible de la mission. Et c'est parce qu'on fait tout ce boulot à l'amont, côté client et côté plateforme, côté Freelance République, que derrière la mission se passe bien et dure longtemps. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'habiller la mariée, que quelqu'un démarre sur une mission en n'ayant pas toutes les billes, et puis se rendre compte au bout de 2-3 semaines, un mois, ah ouais, mais en fait c'est la galère pour y aller, c'est saturé, en fait je pensais que c'était une demi-heure de chez moi, je mets 1 heure. Puis on m'avait parlé de 3 jours de télétravail, en fait c'est très compliqué, c'est pour les anciens, mais moi qui suis récent, c'est plutôt une journée, et ainsi de suite. Et ça, en général, ça crée du badwill, et c'est comme ça que les missions terminent, en queue de poisson. Il faut savoir qu'une mission freelance, dans 99% des cas, elle ne s'arrête pas pour un problème technique. On ne se rend pas compte, le mec est nul, il ne sait pas développer, ou alors dans le market, il ne connaît pas tel ou tel truc, ça n'arrive jamais. Le truc qui arrive, c'est la personne, ce matin, n'est pas venue, il n'a pas prévenu. Ou alors il est régulièrement en retard, ou il a envie de tout révolutionner dans l'équipe technique, il sait tout sur tout, et le CTO a rien compris, il faut faire comme ci, comme ça, et donc vous voyez, ça va être ce genre de choses. Mais le problème de compétences techniques, de seniorité, en général, c'est très très bien évalué à l'amont par les clients, et ça ne pose pas problème. Donc le plus important, avoir un brief super détaillé sur la mission, et donc même si on peut avoir des interlocuteurs quelquefois de haut niveau ou des acheteurs, il faut qu'ils soient capables de nous donner quelque chose de très précis. Et du coup, je vais compléter, parce que je suis d'accord, donc je ne vais pas tout répéter, mais dans cette partie brief détaillée, ce qu'on va aller chercher, et que je vous invite aussi à aller chercher si vous êtes en direct avec des clients, etc., qu'on vous propose une mission, c'est l'environnement managérial dans lequel vous allez être, et notamment la culture managériale vis-à-vis des indépendants. Parce que tu nous parlais de beaux métiers qui seraient dédiés à la relation avec les indépendants dans les entreprises. Dans les faits, c'est quand même très rare que les entreprises aient pris aussi à bras le corps et déjà ce niveau de maturité. Et souvent, quand même, on va avoir moi, la posture que j'observe le plus souvent, ça va être des entreprises qui considèrent que l'indépendant est un prestataire et qu'il n'y a pas besoin de le manager vraiment. Il doit savoir ce qu'il a à faire, etc. C'est peut-être différent dans la tech, mais en tout cas, nous, on va demander aux clients, OK, donc qui va être l'interlocuteur, qui va faire des points directs, est-ce qu'il y a un process d'onboarding de prévu, comment vous allez accueillir l'indépendant dans l'équipe, dans l'entreprise, etc. Et donc, du coup, en posant ces questions-là, le client va dire, ah oui, peut-être que c'est intéressant de faire un vrai onboarding, au même titre que j'en fais pour mes salariés, etc., etc.
Bien sûr, il y a quand même des limites. On ne peut pas traiter un indépendant comme un salarié. Ça, tu vas peut-être pouvoir compléter. Mais en tout cas, sur la partie culture managériale, on a envie de leur dire un indépendant, ça se manage, c'est de l'humain. Voilà, donc l'humain, ça se manage. On en a parlé un peu tout à l'heure, Ibrahim. Tu me disais que toi, des CCO ou des CFO, tu commençais à en voir chez tes clients ? Oui, c'est ma grande surprise aussi. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Après, notre niveau, nous, on ne qualifie pas vraiment le besoin auprès du client, mais on qualifie le périmètre. Pour vous donner un peu plus de profondeur, ma spécialité, entre guillemets, c'est plutôt l'oil and gas. C'est vraiment toute la législation qu'il va y avoir autour de ça, les déplacements, les rapatriements, les frais engagés, les nationalités, l'immigration, enfin tout ce qu'on peut entendre autour. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément négociées lors de l'échange, lors de l'échange technique ou lors de l'échange budgétaire, des choses comme ça. Donc, avoir des interlocuteurs à chaque niveau, que ce soit opérationnel pour bien définir le scope de la mission, ensuite au niveau des achats pour le budget et au niveau un peu plus haut, au niveau vraiment de tout ce qui va être le projet, comment il va s'étaler, etc. C'est hyper intéressant. Et donc c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, dans une grosse entreprise, là, à l'heure actuelle, ils ont recruté ces personnes-là. Donc une personne qui va s'occuper uniquement des prestataires, des freelances, et plus particulièrement une personne qui va s'occuper des contrats de sous-traitance, de manière humaine, on va dire. C'est toujours humain, bien sûr, mais là, plus humain. Et donc ça apparaît, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, petit à petit, ça devient des interlocuteurs un peu qui sont dépeints comme communs, comme normal le fait de les avoir. Et donc voilà, je trouve que c'est une belle avancée. Nous ensuite, en termes de société de portage, on salarie des indépendants. Donc c'est un contrat CDI qui permet d'avoir un CDI, d'emprunter pour une maison, de louer un appartement, de cotiser au chômage, la retraite, enfin tout ce qu'on peut entendre. Mais on est indépendant, on est freelance. Demain on dit que le contrat de travail s'arrête, il s'arrête. Enfin vraiment, ça reste sur le modèle freelance. Là où ça va être le consultant, c'est que le consultant, nous travaillons pour lui. Nous travaillons pour le freelance, notamment quand il y a des choses à faire remonter au client. Il n'a pas à lui à définir en amont qui est un bon interlocuteur pour la bonne question chez le client, des choses comme ça. Il nous le demande. Avant, au moment de la signature de la mission, on identifie tous les interlocuteurs et on essaie d'être le plus réactif possible. Certains domaines, certaines missions demandent vraiment une réactivité d'une heure sur l'autre. Donc ça peut se déclarer. Il y a déjà eu des drames dus à un jeu de sous-traitants qui, la responsabilité était plutôt sur l'autre, etc., qui mènent à, notamment, pour vous le dire franchement, à un décès d'un collab. Ça peut aller jusque-là. Donc le fait de bien identifier les interlocuteurs, d'avoir des interlocuteurs efficaces, peuvent prévenir du plus petit souci de notes de frais d'un repas au McDo jusqu'à un déploiement en Afrique qui nécessite un suivi. Du coup, de ce que je comprends à travers vos réponses, c'est que finalement, ces métiers de CCO, de CFO, c'est finalement quelque chose que vous avez un peu internalisé, vous, chez vous, dans vos sociétés, parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve encore chez les entreprises clientes ? C'est pour faire... Moi, perso, je découvre le sujet. Pourtant, on existe depuis 10 ans, on a quand même pas mal de freelance en mission. Donc je pense que ça montre bien que c'est peut-être présent chez certains, encore un peu émergent, je dirais. Tant mieux si les entreprises commencent vraiment à se mettre sur le sujet. Je voulais juste, moi, faire un petit rappel, parce que je ne sais pas si les gens ont bien compris l'articulation entre plateforme et société de portage. En fait, les plateformes, nous, on est là pour trouver des missions aux indépendants. On négocie avec les clients, on négocie le TJM, etc. La société de portage, elle est là pour vous porter salarialement. C'est-à-dire, une fois que vous avez décidé de travailler avec tel client, vous pouvez vous dire, bon ben voilà, soit j'ai ma propre structure, en général c'est une SASU, une URL, ça veut dire que vous créez vous-même votre propre société, et puis vous facturez la plateforme facture le client. Mais il y a une autre solution qui consiste à se mettre en portage salarial pour effectivement avoir un statut en CDI et percevoir un salaire tous les mois. Alors en contrepartie, vous rémunérez la société de portage, il y a un petit pourcentage qui est reversé à cette société. Et donc c'est la société de portage qui devient l'interlocuteur de la plateforme. Et donc la société de portage nous envoie les factures et nous, on facture le client, on encaisse le client, on paye la société de portage et c'est la société de portage qui vous paye votre salaire. Voilà. Donc on a les deux types de freelance chez nous. On a à peu près 15% qui travaillent avec des sociétés de portage, dont 2 e-portage, qui fait partie on va dire des boîtes de référence sur le portage en France. Et puis les autres ont leur propre boîte. C'est pour ça que plusieurs fois pendant nos échanges, par rapport à la collab ou à Freelance République, j'ai essayé de noter vraiment le fait que nous, on ne source pas. Et comme en fait, comme vous l'avez très 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 bien dit, c'est quand on est en France, on salarie des gens, on est l'employeur, donc l'employeur a pas mal de devoirs,
On a très peu de droits dans le sens littéral du terme, mais on a énormément de devoirs, que ce soit au niveau de la sécurité, de choses comme ça, qu'on connaît dans le salariat classique, mais qu'on reporte vraiment pour les freelances. Donc d'assurer vraiment toute cette partie-là. On ne source pas, on mettrait en relation, bien évidemment, si on sort de la pièce, il y a une mission que vous cherchez en data et que vous l'avez, ou en marketing et que vous l'avez, on vous donnera la carte pour que vous le faisiez. Et si ça passe en portage, tant mieux, mais c'est pas le but premier. Et du coup, je me permets d'ajouter que la collab, c'est aussi une autre alternative. Mais en fait, toutes les trois sont cumulatives. En fait, on peut être sur des plateformes, on peut être porté, on peut pas porter. Et la collab va proposer, elle, un réseau d'entraide et de business. Et une façon de travailler en collectif, de mener des projets à plusieurs entre indépendants. Donc, on a des indépendants qui sont sur des plateformes à fond. Ils y sont. Et tant mieux, heureusement, qu'ils y sont. On a qui sont portés. Ça, c'est leur choix personnel au niveau des statuts. Mais par contre, ils choisissent avec la collab de s'engager dans un projet collectif et voilà, de porter un peu un concept collectif auprès de clients pour aller s'entraider entre indépendants, faire du business ensemble, etc. Célia, juste sur la thématique, tu sais, des CFO et des CCO, est-ce que cette compétence elle est internalisée à la collab face au manque d'interlocuteurs chez les entreprises? Comment tu le gères? Oui, tu as raison, on a compenser un peu ce qu'on pensait que les entreprises devaient faire vis-à-vis des indépendants et qu'elles vont faire petit à petit, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de plus en plus d'indépendants. Du coup, on a dans les indépendants qui travaillent avec la collab, on a des rôles particuliers on a appelé ça meneurs de projet chez nous, qui vont justement faire le lien entre les clients et les freelances. Ils ont accès à toute la base de données, ils savent exactement qui sait faire quoi, comment, et ils sont spécialistes d'aller découvrir le besoin du client, accompagner un client à bien poser son besoin, à préparer une mission, l'arrivée d'un indépendant, etc. Voilà, et donc c'est aussi une des forces de notre modèle d'avoir ces interlocuteurs. Ils sont 30 en tout en France et ils aident à faire prendre la mayonnaise et on compte beaucoup sur eux. Ok, on va revenir sur un point de vue un peu plus macro. Bon, comme vous le savez tous, on est un peu dans une période d'incertitude économique en France. Est-ce que en France et au niveau mondial, est-ce que vous pensez que cette situation-là, elle a un impact sur l'attractivité des freelances pour les entreprises? Les cycles économiques, on en a déjà vécu d'assez violents, on va dire, ces dernières années. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il y a eu l'attrition monétaire, enfin, il y a eu pas mal de phénomènes. Ce qu'on constate à chaque fois, c'est que de toute façon, ça ne change rien au mouvement de fond. D'accord ? Il y a de plus en plus de freelance, ça devient un peu une lapalissade, mais il n'y a pas de... Ce qu'on va constater, c'est que dans les périodes de tension, on en a vécu une, on va dire, on en vit une un petit peu depuis un an, mais je dirais qu'il y a quand même une reprise depuis cet été assez marquée. Donc j'ai l'impression qu'on est en train d'en sortir, on touche du bois, on verra comment ça va évoluer. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les marchés très pénuriques, notamment nous dans la tech, des marchés très très pénuriques, on se rend compte qu'ils deviennent un petit peu moins pénuriques. Donc ça allonge un petit peu la durée de recherche de mission, ça augmente un petit peu plus l'appétit des clients d'aller vers de l'embauche en CDI, puisque comme je l'ai dit, en tout cas nous dans nos métiers, il y a beaucoup de clients qui préféraient embaucher en CDI, mais ils trouvent plus les candidats pour le faire, pour plein de raisons. Des raisons de souplesse, raisons salariales, enfin il y a énormément de choses. Et puis comme c'est très très facile de trouver une mission, en plus les gens se retrouvent pas sans rien. Et après, quand le marché se tend, de nouveau, marché en tension, pour un candidat, 3-4 missions dans la semaine proposées. Et peut-être un des phénomènes qui était un petit peu contre-intuitif là, sur la dernière période de ralentissement, c'est que les TJM ont continué d'augmenter. Malgré les TJM, c'est ce qu'on appelle le taux journalier moyen. C'est en fait le montant qui est demandé par un freelance pour une journée de travail. Okay, nous, dans nos métiers, ça tourne autour des 650 €, on va dire, dans les métiers tech. Et donc, on a constaté que ça continuait de progresser. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Je dirais que quand il y a, c'est sûrement l'élément le plus important, quand il y a un ralentissement économique, l'IT en général, c'est la dernière chose à laquelle les clients vont toucher. Parce qu'ils ont besoin de se digitaliser. La première. Et je pense que le marketing est la première. Mais en tout cas, nous, dans l'IT, c'est la dernière chose que les gens vont toucher et c'est le dernier endroit où ils vont dégraisser. Parce qu'ils ont compris que quand il y a des problématiques, le Covid notamment, il fallait se digitaliser encore plus. Et donc, on n'arrête pas les projets. Et donc, on est finalement très, très peu sensible à ces ralentissements économiques. En tout cas, dans nos métiers.
Oui, dans le marketing, on y est plus sensible. On voit quand même que les temps sont un petit peu difficiles pour les indépendants. Voilà, on sent qu'il y a besoin de mission chez tout le monde, il y a besoin de visibilité aussi. Vous le savez, vous avez sûrement réfléchi à la question, c'est un des principaux freins à se lancer en indépendant. C'est peut-être le besoin de sécurité qu'on peut avoir, notamment financière. Et du coup, ça justifie d'autant plus de ne pas rester seul dans son indépendance et de se rapprocher de structures qui vont permettre des synergies, qui vont permettre de faire face intelligemment, de développer de la résilience grâce à son réseau, grâce à une approche différente qu'on peut développer. Je te rejoins quand même sur le fait que les TGM ne baissent pas. C'est pas parce que les temps sont durs que tout le monde va se brader. Au contraire, je pense que c'est des métiers qui prennent, des formes de travail qui prennent confiance en elles et les indépendants les plus expérimentés vont aussi aider les nouveaux à leur expliquer un TGM c'est quoi, pourquoi c'est important, comment tu peux le fixer, le calculer, etc. Donc non, les indépendants gardent la tête haute, mais par contre se serrent les coudes, parce qu'en tout cas dans le marketing c'est pas évident, mais on compte sur la reprise. Puis un autre point important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même 95% des freelances qui sont déjà en mission. Il faut savoir que quand il y a des ralentissements, il y a moins de fin de mission. C'est-à-dire que les clients ont tendance à prolonger les missions des indépendants. Il y a moins de turnover. Donc il y a un peu moins effectivement de missions qui sont proposées. Mais nous, on constate, en tout cas chez Freelance République, dans les périodes de ralentissement, une division par 2 du nombre de sorties de missions. Donc les missions durent plus longtemps. Les clients pérennisent les équipes, se reposent sur les équipes en place et il y a moins de gens qui sortent. Donc c'est plus difficile de trouver une mission, mais c'est plus facile de la garder quand on est dans une période un peu tendue. En tout cas, toujours dans les métiers tech pour parler de notre chapelle. C'est vrai que je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai que mon été a été rythmé par des renouvellements et des reports de missions. Et là-dessus, par contre, depuis cet début d'année, ça se voit peut-être à mes cernes, mais le marché a bien repris, effectivement. Et ensuite, si tout a été déjà dit, pour ma part, la chose en tout cas un élément qui permet les regains de mission, de les anticiper, ou au contraire les annulations, auxquelles on est très très prudent, c'est la macro, vraiment macro. En France, on a de très 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 belles entreprises. Dans le monde aussi, il y a des jeux d'achat, de vente, de fusion, d'acquisition. Et en fait, quand il y a un projet qui est annoncé pour dans 6 mois, que l'entreprise, au final, il y a un projet de fusion, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un problème au niveau de la mission, et à l'inverse, quand il se peut qu'il y ouvre, qui est l'inverse. On a un exemple qu'on peut citer, parce que c'est de autorité publique, Servier, ça a été le cas cette année. Servier, il y a eu des moments où est-ce que ça allait être acheté, revendu, etc. On a eu des prestats qui ont suivi vraiment ce flux. Et ensuite, je vous laisse voir l'actualité. Il se peut que dès l'année prochaine, on sait comment ça va se passer, on sait comment ça va se déboucher a priori. Et ce rythme-là, je pense, quand on est indépendant ou qu'on fait des métiers comme les nôtres, avoir une surveillance sur la macroéconomie, de les anticiper, faire ce qu'on appelle de la veille, c'est important. Autant que de bonifier son profil dans un marché qui est tendu, savoir construire son offre, savoir se vendre, savoir faire avoir son TJM, ou encore ce qui a été évoqué tout au début, c'est, je ne me rappelle plus le terme, le fit avec le client. Culture fit. Et ça, je pense que c'est important à travailler aussi pour se présenter, parce que je le vois parfois dans mon environnement quotidien ou par des expériences antérieures. On peut avoir une lettre bien positionnée à l'instant T sur le marché, avoir une offre tout à fait concrète, mais ne pas dégager une sérénité, comme on le disait tout à l'heure, un engagement qui se dépeint dès le début. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe à prime abord. Après un échange, on se rend compte parfois en visio simplement de ce qui a peut-être pu se passer, mais vraiment ça reste de l'expectative. Donc vraiment je dirais que c'est une combinaison de tout ça pour pallier à une fluctuation d'un marché ou quelque chose auquel on ne peut rien faire. Est-ce qu'on ne prendrait pas quelques questions du coup? Alors j'avais juste une dernière petite question, normalement on sera bon pour les 5 dernières minutes. Okay. Tout est finement calculé. Ouais. Moi j'avais une dernière question quand même à vous poser, donc c'est celle pour finir. Qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour bien recruter et sourcer un freelance, d'après vous? Déjà oui. Il faut bien, on l'a dit, bien définir le besoin. Je pense que ça c'est la première chose. Pas croire au Père Noël, ça a été dit aussi. Effectivement, mouton à 5 pattes, c'est pas. Enfin, faire preuve de réalisme et de réalisme économique aussi. Parce que le niveau du freelance, au niveau d'un freelance, va correspondre à une réalité économique. Donc à partir du moment où on est transparent sur ce qu'on veut, je pense que la clé c'est vraiment ça, c'est la transparence.
Voilà quel est mon projet, voilà comment ça va se dérouler, voilà quelle est l'équipe dirigeante, voilà quelle est l'organisation. À partir du moment où on est complètement transparent sur tout ça, les gens sont prêts à accepter peut-être de faire un effort, accepter certaines souplesses. Le marché du freelance, nous c'est pour ça qu'on a choisi ce nom de Freelance République, il a souvent souffert d'opacité. Les freelances ne savaient pas combien ils étaient vendus. Nous, on dit quelle est notre marge, quel est le prix payé par le client. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. On dit aussi aux clients, attention, vous prenez quelqu'un dans une équipe, il faut qu'il y ait une cohérence dans les TJM, parce que s'il se rend compte que le petit copain est payé 100 € de plus par jour, ça veut dire que dans 2 mois, on a un problème, le type va vouloir partir. Et donc, voilà, on essaye d'éviter. Donc, tout ce qui va contribuer à la transparence, donc ça serait ça le conseil. Soyez transparents, messieurs et mesdames les clients et clientes. Célia ? Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter puisqu'on l'a abordé, hein, le côté poser les hard, réfléchir au soft, adopter, c'était quoi, bien recruter, bien onboarder. Non, ça va, ça m'inspire pas plus d'éléments. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse sur des questions. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui voudraient adresser une remarque, une question, une interrogation ? Allez. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai une question. Je suis actuellement en formation. Moi, imaginons que demain, je devienne freelance. Et que donc je passe par une plateforme et une société de portage, ça fait 2 intermédiaires de plus entre moi et l'entreprise. Est-ce que c'est pas un coût sensiblement plus élevé que d'avoir un employé à charge directement dans l'entreprise ? Est-ce que pour le client, c'est pas un frein ou en tout cas un problème de devoir recruter des freelances par rapport justement, on va dire, au nombre d'intermédiaires qui peuvent se glisser entre l'entreprise et la main-d'œuvre ? Très clairement, le client préférera vous embaucher, si possible. Voilà, le problème, c'est que ce ne sera pas forcément possible. Donc aujourd'hui, on parle de freelance, mais on devrait parler plutôt de compétences. Le problème, c'est l'accès aux compétences. Le job de Freelance République, c'est pas tellement de trouver des missions pour des freelances, c'est plutôt ou de permettre à des entreprises de recruter des freelances, c'est plutôt de permettre aux entreprises d'accéder à des talents, d'accéder à des compétences. Or, les compétences, les talents, aujourd'hui, sont de plus en plus en freelance. Parce qu'en freelance, on gagne mieux sa vie, on s'organise plus facilement, on voit techniquement, on évolue dans des environnements qui sont plus challengeants. Donc, il y a énormément de choses qui poussent justement les jeunes diplômés vers le freelancing. Et alors, est-ce que ça va représenter un coût ? Oui, ça va représenter un coût. Une plateforme comme Freelance République, c'est un coût de 15%. C'est le client qui le paye, mais il va payer 15% de plus. Une société de portage, c'est entre 3 et 5%, je crois, ou plutôt 5%. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une couche de 20% de coût en plus sur un coût qui lui déjà en soi est plus élevé que celui d'un employé. Donc oui, le coût est supérieur, mais la valeur ajoutée est supérieure. Merci. Voilà. Donc si je peux compléter, nous en tant que société de portage, on est une alternative, parce que comme ça a été très bien dit, parfois vous pouvez aussi avoir votre SASU, votre URL, et si on dézoome un petit peu, ce sera votre nouveau sous-traitant, que vous aurez un comptable, vous aurez une comptabilité à tenir, des factures à éditer, des choses comme ça. Sur cet aspect administratif, nous on vient renforcer et ajouter tout ce qui va être autour du portage salarial. Pour conclure, je pense que on doit définir le prix ou le nombre d'intermédiaires sur la valeur ajoutée que chacun apporte. Si effectivement on n'y voit pas d'intérêt, que ce soit vous et le client, c'est qu'il y a un souci dans ce que vous avez évoqué, ce qu'on appelle le millefeuille. Donc où est la crème et où les pas experts en millefeuille, pâtisserie. il s'accepte d'autant mieux que c'est transparent pour tout le monde. Voilà. Et j'ajouterais aussi que c'est le coût de la flexibilité, de l'agilité, et Dieu sait que les entreprises en ont besoin. Donc, Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Johan de PSR, je suis formateur en développement et assez régulièrement parmi les stagiaires que j'accompagne dans leur formation, certains justement qui sont parfois un petit peu tendus vis-à-vis de plus tard du recrutement, de ce qui va venir après la formation. Et donc ma question ça aurait été, vous quand vous êtes au contact des entreprises et aussi en plein milieu du freelancing, quel serait le conseil que vous pourriez donner à des jeunes juniors qui sortent de formation, justement à un domaine qui est très concurrentiel avec beaucoup de seniors et justement une entreprise qui cherche le mouton à 5 pattes, comme vous le dites. Alors là, puisqu'on parle de développement, je vais intervenir. Il faut qu'ils aient quand même une petite expérience, d'accord ? On a parlé c'est bien parce que ça fait exactement le lien avec ce qui a été dit avant. Il faut quand même qu'il y ait une valeur ajoutée pour que le client accepte de payer un petit peu plus, de fonctionner avec un freelance. Donc là, les gens, alors ce sont des gens en reconversion que vous avez ? Reconversion ou même qui commencent milieu dev en étant Donc très là, jeune. je ferai le même conseil qu'hier à une personne qui était dans cette salle, c'est d'établir clairement le lien entre leur activité, nouvelle activité de développeur et le background qu'ils ont au niveau métier, pour aller justement chercher des boîtes qui sont dans la ligne métier dans laquelle ils étaient auparavant, mais sur une dimension de développeur pour se faire leur première expérience.
Et là, c'est vrai aussi pour les jeunes diplômés. Il y a toujours cette petite marche au départ de dire, mais alors les jeunes diplômés, que ce soit dans les écoles d'ingé ou dans les facs, en général ont des stages, donc ils ont déjà des choses à montrer. Et puis souvent, ils ont des projets perso aussi sur lesquels ils bossent, donc il y a quand même pas mal de matière. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Et pour vos élèves, en plus dans la dimension, voilà, j'ai travaillé dans tel secteur avant, par exemple dans la comptabilité. Donc j'ai aussi ce regard qui est toujours intéressant pour un client, de dire, j'ai pas simplement quelqu'un qui va me fournir des lignes de code, mais qui a aussi un regard intéressant sur la partie métier, qui va comprendre, quand il va parler avec le PO, ce qui est attendu derrière par la ligne métier. Il faut vraiment qu'il joue là-dessus. Très bien, merci. Bonjour, j'ai une question au sujet donc, des ruptures de contrat, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il arrivait que quand le besoin était mal défini, que le freelance ne se présente plus, ou bien finalement que le client souhaite arrêter la relation. Le mieux, c'est qu'ils se parlent en se disant bon, ça va pas. Il y a quand même un cadre juridique, il y a des obligations contractuelles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, voilà. Alors, il y a les contrats avec les plateformes prévoient des délais de préavis, en fait, tout simplement. En général, en tout cas, chez Freelance République, en standard, ce qu'on propose, c'est que pendant les 15 premiers jours, le client ou le freelance puisse mettre un terme à la mission sans préavis. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une erreur de casting. On se rend compte au bout de 2-3 jours que ça n'a pas collé, donc chacun reprend ses billes et puis on termine. On retrouve une mission et on retrouve un freelance. Sinon, le délai de préavis moyen, c'est 1 mois, 20 jours ouvrés. En général, on parle plutôt en jours ouvrés. Il y a 5 jours ouvrés dans une semaine, donc 20 jours ouvrés. Ça veut dire que si le client ou le freelance veut mettre un terme à la mission, il doit observer ce délai de préavis pour que tout le monde puisse s'organiser. Mais côté freelance, 20 jours, c'est largement suffisant pour trouver une mission. Et nous, on a mis en place quelque chose d'autre aussi pour inciter tout le monde à s'engager un peu. Ça sécurise effectivement l'indépendant. Et puis, on pratique des TJM dégressifs aussi en fonction de la durée de la mission et du nombre de jours confiés. Donc on se met d'accord avec l'indépendant et on propose ça aux clients, voilà, avec des paliers calculés sur 1 année, 2 années, sur cette, voilà, si c'est que tel nombre de jours, c'est TJM plein, et puis s'il y a un peu plus de jours, pourquoi pas faire un effort, puisque je suis sécurisé, j'ai moins de commerce à faire, j'ai moins de choses à faire, et s'il y a encore plus de jours, je peux encore faire un effort. Et si la mission s'interrompt avant d'avoir atteint ces paliers, donc on se base sur un prévisionnel, et puis il y a la vie après la prévision, et si finalement ça s'interrompt avant, on va facturer le TJM plein. Donc le freelance va avoir sa mission s'arrêter, mais il va avoir une espèce de bonus de fin de mission, puisqu'il va rattraper l'écart de TGM, puisqu'il est sur un TGM plus élevé, puisque c'était plus court. Donc ça marche bien. En général, je trouve que ça adoucit parfois des fois la sortie. Et si on peut répondre plus durement, dans les autres cas, le freelance, légalement, d'un point de vue légal, a autant de protection que n'importe qui. On ne peut pas avoir l'image américaine, c'est peut-être ce à quoi vous pensez, la mission se termine, on se serre la main et au revoir. Effectivement, tout dépend aussi de la nature, il peut y avoir des extrêmes. On a vu des préavis vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Et le client dit, voilà, moi je paye le préavis tous les jours, mais je ne veux plus jamais revoir cette personne-là. Ou à l'inverse, la personne qui dit ça de l'entreprise, j'observe mon préavis. Il y a des terrains d'accord qui sont faits. Mais le freelance est autant protégé que n'importe quelle personne qui exerce un métier en France. Peu importe ce que c'est. Je veux dire, n'ayez pas l'appréhension de perdre ce pouvoir-là ou d'être à la merci de quiconque. Vous êtes protégé par des droits, on reste en France. Il y a des droits des contrats. On travaille beaucoup à établir les contrats ou mettre en moyen des moyens humains ou comme les TGM dégressifs, des choses qui sont incitatifs. Ou au contraire, des choses auxquelles, des dates de préavis, bien sûr, les premiers jours sont beaucoup plus courtes. Quand la mission s'allonge, il peut y avoir des manques à gagner. Et bien sûr, le cadre juridique protège, pour conclure là-dessus. Mais en général, il n'a pas à protéger parce qu'il n'y a pas de souci. C'est très très rare qu'il y ait des problèmes. Très rare. Pour vous donner un chiffre, sur environ 110 consultants que j'ai eu sur 1 an et demi glissant, j'ai eu 2 problèmes, vraiment 2 gros problèmes. Et les 2 sont de l'ordre de... je vous raconterai après si vous voulez, mais vraiment c'est tiré par les cheveux ce qui se passe. C'est de l'ordre vraiment du très très exceptionnel. Ok. Eh bien, je vous propose de finir sur cette vision positive plutôt, moins de 2% de crash, c'est plutôt pas mal. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, je vous remercie à vous 3 pour avoir échangé avec nous pendant plus de 45 minutes. Si vous voulez poursuivre les échanges avec les interlocuteurs, je crois qu'ils sont là une partie de la journée, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur LinkedIn. Et encore merci, puis passez une bonne fin de semaine à la mêlée numérique. Merci à tous.